Bonjour à vous, Monsieur Baouri. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous Tout le remercie. plaisir de vous recevoir de nouveau sur ce plateau. Talibé, pour commencer, forcément, la première question sur cette question du budget, du retour à l'ordre constitutionnel. Oui, on faisait lecture tantôt du point 6 de l'accord qui a été signé entre la Guinée et les experts de la CEDEAO, actant 24 mois de transition. Le point 6 dit: les autorités de la transition ont demandé à la CEDEAO de leur fournir l'appui technique et financier nécessaire pour la mise en œuvre du chronogramme de 24 mois accepté d'accord parti. Donc, on ressort cet accord pour justement clarifier les déclarations récurrentes des autorités de la transition, rappelant à la CEDEAO ses engagements en vue de la mobilisation du budget du chronogramme de la transition. Bon. Qu'en pensez-vous? Non, je dois dire qu'aucun État souverain ne peut être dépossédé de sa souveraineté en ce qui concerne le financement des activités essentielles concernant sa vie institutionnelle. L'extérieur peut apporter des aides, des concours financiers pour faciliter. Mais je ne pense pas que la CEDEAO, vu la situation actuelle, peut mobiliser un financement quelconque pour dire qu'ils vont financer un processus politique comme le retour à l'ordre constitutionnel dans un pays comme la Guinée. La CEDEAO n'en a pas les moyens, ce n'est pas sa vocation, mais elle peut plaider auprès de la communauté internationale, comme la déclaration l'a fait ressortir, sur la nécessité d'aider et d'accompagner techniquement et financièrement, et voire même politiquement la Guinée pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est les partenaires bilatéraux et multilatéraux, chacun en ce qui le concerne, essaye de dire: moi je vais apporter un certain montant pour le bouclage du financier. Mais l'essentiel du travail, c'est l'effort des Guinéens pour financer des activités qui concernent notre vie collective et notre pays. Mamadou. Oui. Moi, je vois aussi l'aspect inclusivité du processus de retour vers l'ordre constitutionnel dont parle la CEDEAO. Qui a demandé un dialogue national inclusif. Un dialogue national inclusif qui pourrait justement la booster, je parle de la CEDEAO, dans la mobilisation des fonds. Je compare cette condition un peu comme au fonctionnement de l'ANIES, par exemple, qui fait du transfert monétaire à Boubacar à des familles pauvres, mais à des conditions. On vous donne de l'argent, pas pour que vous les dispersiez, que vous le gaspillez, mais que vous, par exemple, scolariser vos enfants. Et il y a d'autres conditions. Et quand ces conditions sont remplies, on vous donne cet argent. Est-ce qu'on peut naïvement comparer ces deux processus en disant, effectivement, si la CEDEAO traîne les pas, c'est parce que jusque-là, sans vous frustrer, vous qui avez eu la volonté d'être dans le processus de dialogue prôné par le CNRD, qui n'ont pas la volonté d'impliquer tout le monde dans un processus plus large pour que cette CEDEAO soit davantage sur le terrain pour motiver et inciter les partenaires pour leur appui technique et financier. Bon, moi je ne pense pas que ce soit le cas. Vous savez, la CEDEAO a brillé par le passé par des attitudes à géométrie variable. On abandonne les principes d'un côté pour faire prévaloir des intérêts particuliers de chefs d'État, ce qui fait que la CEDEAO avait perdu une bonne partie de sa crédibilité. Et ça joue contre elle à l'heure actuelle. Ça, c'est un fait. Les principes inclusivité, c'est une interprétation relative. Le président en exercice de l'Union africaine, le Somalien, est passé ici. Sa déclaration est sans ambiguïté. De par ce qui est réalisé et ce qui est en train de se faire, il considère que le dialogue interguinéen est inclusif. Ça, c'est l'Union africaine qui le dit. Maintenant, au niveau de la CEDEAO, il y a des chefs d'État, pour des raisons que vous pouvez deviner, qui parlent de l'inclusivité, etc., etc. Mais ce n'est pas ça le vrai problème. Le vrai problème se trouve où? C'est les autorités guinéennes doivent assumer leur totale responsabilité par rapport
à la marche de la transition guinéenne. Vous faites ce qui est convenu correctement. C'est par ce biais-là que vous allez convaincre l'opinion et la communauté internationale de vous accompagner, de vous aider, puisque vous-même, comme on dit, lorsque quelqu'un vous lave le dos, lavez-vous le ventre. Mais on ne peut pas vous laver le ventre et le dos à la fois. Donc, c'est notre responsabilité. Et pour les idées qui sont prônées par-ci, des idées souverainistes, nous sommes indépendants, nous sommes souverains, nous sommes panafricanistes. Nous sommes panafricanistes. Assumons-le. Le financement de nos affaires essentielles doit provenir d'abord de nos propres efforts. C'est l'esprit du mémorandum que la conférence des coalitions politiques et fêtières a fait et c'est en train de circuler pour être signé et je pense que le plus rapidement ce sera transmis aux autorités. Donc le discours qui devrait être celui des autorités de la transition, c'est vraiment s'assumer et assumer toute la responsabilité qui est la leur de conduire cette transition et de mettre les moyens, de trouver les voies et moyens, de réunir le budget nécessaire pour en tout cas organiser le processus de remise du pouvoir aux civils et non continuer en tout cas à se défausser sur la CEDEAO. Bon, je pense que peut-être un meilleur esprit va permettre aux uns et aux autres de revenir à une meilleure compréhension du sujet. C'est notre affaire. Très bien. La transition, c'est pour la Guinée et pour les Guinéens. Ce n'est pas l'extérieur qui va envisager des dynamiques pour nous permettre de trouver quel est le chemin par lequel nous allons emprunter pour atteindre la satisfaction de nos intérêts essentiels. Monsieur Baouri, quand vous parlez de ceci, puisque dans le document qui a été lu par Talib Bari, la CEDEAO ne s'est nullement engagée à mobiliser les 600 millions de dollars et qu'il y a des difficultés aujourd'hui, qu'est-ce que le gouvernement guinéen devrait faire en termes aujourd'hui de rétrécissement, voire même des activités qui sont inscrites parce que à l'ordre constitutionnel. Le Premier ministre l'a annoncé, on n'en est qu'à 40 millions de dollars. Pas même 10% de ce budget. Non, je pense que je reviens toujours sur le mémo puisqu'il est actuel. Il a fait état de ça. Dans le cas actuel, la communauté internationale, tôt ou tard, apportera des concours financiers et techniques. Mais quand? En complément. En complément, mais on ne sait pas quand. Donc, avant que cela n'arrive, montrons que nous sommes dans une dynamique de rechercher par nous-mêmes les financements complémentaires, notamment le RAVEC et le fichier électoral. Dans le dossier que le ministre de l'administration du territoire nous a distribué, il faut à peu près 2000 milliards, soit 200 millions de dollars. Donc, l'activité essentielle. Pour le RAVEC. De ce point de vue. Attendez, on va bien écouter, s'il vous plaît. Pour le RAVEC et le fichier électoral. Plus de 2000 milliards. 2000 milliards, c'est-à-dire grosso modo au grand maximum 200 millions de dollars. Si ceci est fait, alors le reste du programme, c'est-à-dire 1200 milliards de francs guinéens pour les aspects législatifs, rédaction des textes organiques, référendum, etc. Et 1500 milliards pour l'organisation des processus électoraux communaux jusqu'au niveau de la présidentielle. Grosso modo, il faut raboter tout ça. Il y a des choses sur lesquelles on peut faire des économies. Maintenant, le financement actuel urgent, il faut qu'on le recherche. On leur a proposé dans le texte la mise en place d'un comité ad hoc qui sera composé à leur guise par des membres du gouvernement qui sont dans les affaires bancaires, financières, budgétaires et d'autres acteurs qui en ont la compétence pour essayer de rechercher dans le cadre de notre budget actuellement qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'il faut chercher l'argent, des niches qui sont gelés ou immobilisés pour les utiliser pour ne pas impacter négativement le processus de retour. Pour le moment, est-ce que vous avez senti cette volonté? Je vais vous dire, si on fait ça par nous-mêmes et pour montrer notre volonté et notre détermination d'aller de l'avant parce qu'il s'agit de l'intérêt national, effectivement, par la suite, la communauté internationale se mobilisera pour accompagner la Guinée pour le reste du programme. Vous avez senti cette volonté chez le gouvernement? À eux de nous le prouver
Mais il ne faut pas se réfugier derrière le fait de dire que la CEDEAO a promis. Même s'ils avaient promis, ça ne peut pas être un élément, un argument pour un pays qui est en face d'actions essentielles pour sa survie, pour sa stabilité, pour son développement, pour la réussite de tous les programmes qui sont engagés. Si on ne fait pas ça, cela veut dire que vraiment on n'a pas compris quel est l'ordre des priorités dans le cadre du processus de la transition. Oui, Madouri, avant de passer la parole aux trois autres. Voilà, de ce que nous-mêmes on peut faire, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, on sait que le RAVEC, le RGPH, c'est pas la Guinée qui les a inventés, c'est des choses qui se font traditionnellement. Ailleurs. Et traditionnellement, les partenaires techniques et financiers mettent toujours de l'argent sur ces activités comme cela. Donc, est-ce qu'il n'y a pas lieu, comme vous l'avez dit, de prioriser ce qu'on peut financer par nous-mêmes? Il y a la question justement du processus de mise en place de la nouvelle constitution. Il y a par exemple la question du fichier électoral. Il y a d'autres aspects de ces 10 activités du chronogramme. Est-ce que vous pensez qu'on devait prioriser ces axes-là qu'on peut financer nous-mêmes et qu'on commence déjà à les financer et laisser justement le RGPH et le RAVEC, l'axe RGPH-RAVEC aux partenaires internationaux comme l'ONU, je sais pas, comme le PNUD ou je sais pas qui, tous ces acteurs qui ont l'habitude de le financer et en Guinée et en Côte d'Ivoire qui ont déjà fait l'expérience, et on va questionner l'expérience de la Côte d'Ivoire à Bouaka, pour le relayer en Guinée, comment ils ont réussi ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut justement mettre notre propre fonds sur ces autres axes-là et de laisser l'autre là aux partenaires en attendant? Donc, en clair, faut-il en tout cas, raboter, essentialiser ce chronogramme? Voilà. Le RGPH, selon le gouvernement, le financement est bouclé. Donc, mettons ça de côté. La mise en œuvre prendra le temps nécessaire pour que cela se termine. Le RAVEC. Ce qui est essentiel pour la transition, c'est de finir avec le RAVEC. Et parce que c'est à partir du RAVEC que le fichier électoral va être extrait. Donc les deux vont ensemble. Est-ce que dans notre cas... Vous pensez que le RAVEC est forcément essentiel? Est-ce que dans notre cas, il est nécessaire qu'on extrait ou qu'on fasse extraire notre fichier du RAVEC? Étant donné qu'il y a l'expérience malienne avec le RAVEC, dans un document de l'OIF que nous avons, il y a l'expérience d'autres pays. Le RAVEC prend par exemple 5 années avant qu'on commence à extraire un fichier électoral. Est-ce que c'est nécessaire et indispensable qu'on fasse extraire le fichier pour les élections à venir du RAVEC? Bon, la question est essentielle. Un toilettage du fichier existant. Le RAVEC, c'est quoi? Ne suffirait-il pas? Comment? Un toilettage, une remise à jour, une actualisation. Je pose la question parce que les deux vont ensemble. Je viendrai là-dessus. Le RAVEC est indispensable. Très bien. Parce que ça permettra, au-delà des questions électorales, de permettre à la Guinée d'avoir des instruments d'une meilleure gestion des affaires sociales, des affaires sécuritaires. En fait, toutes les politiques publiques pourront être mieux gérées, que ce soit l'école, que ce soit la santé, etc. C'est un document, c'est un instrument indispensable. Bien. Le processus a déjà commencé par rapport au RAVEC. Vous savez que beaucoup d'entre vous, vous avez votre extrait de naissance biométrique. Pas numérisé, bon, je ne sais plus. Numérisé, digitalisé, on confond. Bien. Oui, vous avez votre extrait de naissance avec les normes actuelles. Cela veut dire que vous êtes déjà recensé. Et par rapport à ce chiffre, il se pourrait, d'après certaines des informations que j'ai, 1 million de nos compatriotes sont déjà recensés dans le cadre du fichier d'état civil. C'est les zones rurales et l'extérieur qui méritent d'être, disons, ajoutées à travers des distributions de kits un peu partout pour qu'au bout de 3 semaines, que tout le monde puisse s'enrôler. C'est un élément essentiel. Pourquoi aller dans ce sens? Parce que c'est plus fiable. Chacun d'entre nous a un numéro d'identification nationale qui permet d'avoir un fichier électoral clair, net et non falsifiable de ce point de vue. Or, si vous voulez faire des raccourcis par rapport à un fichier électoral en disant toilettons ce que M. Alpha Condé nous avait fait, vous créez d'autres possibilités de contestation et de risque pour qu'on revienne encore à la case de départ. Moi, je ne suis pas contre qu'on fasse les choses correctement pour doter la Guinée d'éléments permettant une gouvernance stable, harmonieuse,
pour le futur. Si tel est le cas, il n'y a pas de problème. Le vrai problème, fichier RAVEC, fichier électoral, 200 millions de dollars pour l'année 2023. La Guinée a les moyens par elle-même de trouver les 200 millions de dollars pour financer cela. Et comment vous pouvez soutenir cela, M. Baouri, alors qu'en 8 mois, on n'en est qu'à 40 millions? Non, c'est qu'il n'y a pas eu une volonté. Mais regardez, par rapport aux infrastructures, les routes, mais près de 8 000 milliards ont été déjà dépensés. Donc cela veut dire que si la Guinée veut, elle peut. Elle peut mobiliser ses enfants. Donc il faut recentrer la transition. Peut-être que les priorités sont ailleurs. Justement, parce cela veut dire quand j'ai dit qu'il faut recentrer la transition, c'est qu'il faut moins investir dans ces infrastructures que sur... Non, mais attendez quand même. Il y a un processus de retour à l'ordre constitutionnel. Je veux dire qu'il faut financer. Non, je suis d'accord. Voilà. Je veux simplement dire que si on veut, on peut. Sans toucher à des aspects qui impactent positivement la vie des citoyens. Avoir des routes, c'est très bien, ça facilite les choses, mais aussi permettre, à travers des ressources additionnelles ou des financements alternatifs qu'on peut trouver, mettons en place le comité ad hoc ou des partenaires ou des éléments bien au fait des finances publiques du pays et le gouvernement vont se retrouver, on trouvera disons la somme substantielle pour nous permettre de ne pas dépendre de l'étranger par rapport à des choses qui peuvent impacter notre sécurité et notre stabilité et pour aller de l'avant. Si on a ça, le reste du programme, les textes législatifs qui demandent 1200 milliards peuvent être dans une certaine mesure rabotés pour en tenir à l'essentiel et le processus, dès qu'il est enclenché, le fichier électoral est disponible, vous allez vous rendre compte, le climat va se détendre, les partenaires vont être rassurés, ceux qui font du bashing sur la Guinée à l'extérieur n'auront plus d'arguments et la Guinée va être confortée à être respectée parce que les gens vont dire « Ah, au moins les autorités guinéennes sont responsables, agissent en conformité avec leurs intérêts, aidons-les parce que d'habitude on ne voit pas ça ailleurs. » Bien, oui, cette dernière question avant de passer à la polémique autour des conseils des quartiers du district. Voilà, avant le conseil de quartier et district, vous avez réclamé quand même des plénières avec des facilitatrices que vous n'avez pas obtenues. Et récemment, lorsque ce premier décret s'est posé, vous avez rappelé qu'il y a un refus catégorique de vous recevoir en plénière et vous posez des questions. Pourquoi l'intérêt d'une telle démarche avec les facilitatrices, M. Ba? Babayen, sortez du téléphone, s'il vous plaît. On aime bien les facilitatrices. D'ailleurs, ce que nous demandons renforcera les facilitatrices parce que ça permettra de les mettre à un niveau où elles ne sont pas directement impliquées par rapport aux contingences et aux démarches, aux activités concernant des sujets qui peuvent survenir. Ouais. Mais la meilleure manière, au lieu de rencontrer individuellement chaque coalition, mais la règle démocratique, la règle du dialogue, veut dire que nous nous retrouvions tous ensemble autour de la table pour discuter d'un sujet extrêmement important. C'est le principe de la plénière qui est posé. Parce qu'auparavant, nous leur avions demandé d'organiser une plénière pour examiner la question du financement du chronogramme et autres. Et même bien avant cela, notre parti avait écrit au mois de février au Premier ministre un mémo pour demander la fin des mandats des conseils communaux est arrivée. Qu'est-ce que vous envisagez par rapport à la suite pour que tout soit clair dès le début? Ouais. Aucune réponse. Absolument pas de réponse. Ouais. Ni un mot pour dire nous avons reçu votre mémo, nous en prenons acte et nous vous convierons à un entretien pour approfondir. Absolument rien du tout. Et alors... Donc un mépris à votre endroit? Bon, l'essentiel c'est de dire. Les gens croient que ce sont les élections législatives et les élections présidentielles qui sont les plus compliquées. Les élections communales et tout ce qui concerne disons, le transfert des compétences à la population locale, c'est l'élément le plus compliqué. La décentralisation est l'élément essentiel pour réussir
la refondation. Très bien. Parce que c'est à ce niveau-là que très souvent, une administration qui est baignée dans un centralisme qui date de très longtemps ne veut pas donner le pouvoir aux populations locales pour s'autogérer, pour gérer un certain nombre de choses. Mais pendant ce temps, on dit au gouverneur de nommer les conseils de quartier et de district. Bien, on en parle. Dans un court instant, le temps donc de prendre en compte aussi les opinions de ceux qui sont à l'écoute de cette émission.